à tous d'être là. Merci de prendre le temps de vous intéresser à ce sujet qui est si important aujourd'hui. Donc, le sujet du futur de la forêt et de la filière bois à l'heure où la planète se réchauffe. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, je souhaitais vous présenter les intervenants de la session d'aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Adrien. Je suis consultant climat au sein du cabinet Magellan. Moi, mon quotidien, c'est vraiment de compter du CO2 et de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins dans l'atmosphère. C'est pas gagné, mais on s'y attelle tous les jours. Et au sein de Magellan, on travaille sur beaucoup de secteurs, mais là, on a travaillé avec plusieurs entreprises du secteur du bois. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé cette étude qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est sans nul doute un des secteurs les plus passionnants sur lesquels on a eu la chance de travailler. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir deux pointures et deux fins connaisseurs du sujet, en la personne de Samuel, qui est dirigeant du groupe des Chaumes, et Sylvain, qui est référent filière bois à l'ADEME. Messieurs, est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour vous présenter, peut-être en commençant par Samuel? Bonjour à tous, Samuel Deschaumes, je suis le président du groupe Deschaumes. Nous sommes fabricants de parquets massifs, de panneaux, de bardage, de parquets contre-collés, avec la particularité d'être 100% en bois français, 100% PEFC et labellisé Origine France garantie, avec une très très forte appétence à une production décarbonée qui est un de nos trois objectifs majeurs stratégiques. Et nous travaillons déjà avec Magellan d'ailleurs sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, Sylvain, Voilà, et information. donc moi, Sylvain Bordebeur, je suis effectivement référent filière bois à l'ADEME. Et c'est finalement, enfin, ce titre, on va dire, assez récent, puisque à l'ADEME, on avait, on va dire, un accompagnement assez fort sur les filières énergétiques. Et bon, maintenant, on va dire qu'on était sur une jambe. Maintenant, on essaie d'être sur deux jambes, avec un accompagnement de la filière forestière jusqu'à la filière bois. Et donc, je présenterai rapidement les différents dispositifs qu'on a depuis plusieurs années. Et on est voilà, intéressé par toutes les réflexions autour d'une filière forêt-bois forte, sachant qu'on a, voilà, on va pas dire trop le mot retard, mais on a besoin de moderniser encore pas mal notre filière. Merci beaucoup. Donc, vous avez le casting, on va dire. Voici le menu. On va commencer par une présentation de l'étude. L'étude sera présentée en trois temps. On aura un premier temps sur le dérèglement climatique et le rôle de la forêt et du bois pour atteindre la neutralité carbone, histoire de planter le décor. Ensuite, on s'intéressera à l'avenir de la forêt avec ce climat qui change et l'avenir de la filière bois pour, euh, pour voir comment elle peut aussi y contribuer. J'aurai un petit challenge de mon côté pour tenir ce timing ambitieux de faire tout ça en 25 minutes. Mais je vais garder le cap. De toute façon, on vous enverra l'étude après cette présentation. Vous verrez l'étude et ce sera un peu plus étoffé que le support que je vais vous présenter aujourd'hui. Suite à ça, vers 14h30, on aura donc les témoignages de Samuel et de Sylvain qui vont nous éclairer sur leurs activités respectives. Et ensuite, on pourra procéder à une session de questions-réponses euh, pour aller dans l'interaction. Si c'est tout bon pour vous, on peut démarrer par la première partie. Donc, face au dérèglement climatique, tous les secteurs économiques sont naturellement concernés. C'est pour ça que nous, chez Magellan, on crée ces fameux mémos sectoriels. Donc, les mémos, c'est simplement des analyses des enjeux climatiques sur chacun des secteurs d'activité qui composent l'activité du pays. Et ce qu'on souhaite présenter dans ces mémos, c'est simplement un résumé synthétique des principaux enjeux, des témoignages d'acteurs proactifs, et Samuel en fait partie sur ce secteur, des recommandations pratiques pour les autres acteurs qui pourraient se poser des questions ou avoir envie d'agir au bon niveau sur ces enjeux, et enfin des ressources pour aller plus loin, notamment pour continuer la lecture et la compréhension. En somme, c'est rien de plus qu'une synthèse de nos lectures et des discussions avec les personnes qui ont accepté de nous parler dans un format qu'on espère le plus accessible pour pouvoir ensuite le diffuser au plus grand nombre et notamment au sein des entreprises du secteur. Et nous, c'est Magellan, donc on est un cabinet de conseil en stratégie climat réparti un peu partout en France et profondément passionné par le sujet. C'est parti pour la planète se réchauffe. Je vais vous proposer un rappel sur ce qu'est le dérèglement climatique en une minute, au cas où des climato-sceptiques seraient parmi nous, ce dont je doute un peu, mais on ne sait jamais. Euh, en une minute, un rappel, les activités humaines, le transport, l'industrie, etc., émettent des gaz à effet de serre. Vous voyez l'évolution mondiale des émissions de gaz à effet de serre depuis 1850 à nos jours, avec cette courbe maintenant bien connue et cette accélération au début des années 1900 et après 1950
ce qui nous mène à une situation où aujourd'hui, on envoie dans l'atmosphère à peu près 60 gigatonnes de CO2 équivalent chaque année. Ces gaz à effet de serre envoyés dans l'atmosphère, ils vont modifier sa composition. Vous voyez aussi à l'écran une courbe qui représente l'évolution de la concentration atmosphérique en CO2. Depuis que l'homme existe, ça a toujours été contenu entre deux valeurs qui sont 260 et 300 parties par million. Et voilà, depuis le début des années 1900, on est vraiment sorti de cet état d'équilibre pour atteindre une composition de 420 parties par million, donc une atmosphère beaucoup plus chargée en CO2 et en gaz à effet de serre. Par conséquent, l'atmosphère se réchauffe, et donc on est aujourd'hui à un réchauffement d'environ plus 1,2 degré à l'échelle mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. En France, on est plutôt sur plus 1,9 degré sur les 10 dernières années, sachant que 2022, on était carrément à plus 2,9 degrés. Ce réchauffement, il vient provoquer une augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques que vous connaissez, les inondations, les incendies, les sécheresses, etc. On a toujours connus par le passé, mais qui sont désormais plus intenses et aussi plus fréquents. J'en sais quelque chose pour habiter à La Teste de Buch et avoir eu des feux de forêt au coin de la rue l'an dernier. Et tout ça va venir aussi générer des bouleversements en pagaille sur la santé humaine, sur la biodiversité. Je cite notamment la disparition des récifs coralliens à plus de 2 degrés de réchauffement mondial. Et encore sur les activités humaines, vous voyez aussi la baisse de la production de vin de 30% en 2021 suite à l'épisode de gel tardif qui avait perturbé les cultures. Voilà pour un résumé en 1 minute. J'espère que ça a le mérite de planter le décor. Pour stopper tout ça, il nous suffit, entre guillemets, d'atteindre la neutralité climatique globale. La neutralité climatique, ça peut ressembler à ça. Ça consiste à réduire assez drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour les amener de 60 gigatonnes de CO2 par an à environ 10-15 ici, et en parallèle, booster nos capacités d'absorption, qu'elles soient naturelles ou technologiques, pour atteindre en fait un équilibre entre tout ce qu'on émet sur une année et tout ce qu'on peut absorber. Le jour où cet équilibre est atteint, le dérèglement climatique s'arrête. C'est quand même une très bonne nouvelle. Donc en fait, le cap est assez connu. Ça, c'est à l'échelle mondiale. En France, l'équation il ressemble beaucoup. C'est ce qu'on a à l'écran ici. On a des émissions territoriales, à peu près 400 millions de tonnes de CO2 équivalent, qu'on doit progressivement faire passer à 80 d'ici 2050. Et pareil, côté puits de carbone, on est aujourd'hui à 30 et on doit progressivement les amener à 80. Ça, c'est l'équation, c'est le cadre qui fixe ensuite toutes les orientations qu'on va trouver sur les différents secteurs d'activité et ce qui vont aussi justifier des nouvelles normes, des nouvelles incitations, etc. Dans cette équation, pour atteindre la neutralité carbone ou climatique, le rôle de la forêt et du bois est triple. Premièrement, on va chercher à augmenter le puits de carbone forestier, c'est-à-dire la capacité de la forêt à absorber du CO2 atmosphérique. Ensuite, on va devoir augmenter à l'avenir les puits de carbone dans les produits bois. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et enfin, on va chercher à remplacer des matériaux plus carbonés par justement des produits bois dont l'empreinte carbone est plus faible. Pour vous parler des puits forestiers, la forêt représente l'essentiel des puits de carbone en France. Vous le voyez à l'écran, sur les 30 millions de tonnes de CO2 équivalent dont je parlais, quasiment 28 sont issus de la forêt. Le principe, il est assez connu. Les arbres aspirent du CO2 de l'atmosphère et vont le convertir en carbone. Notamment, certaines études nous montrent qu'un chêne peut absorber plus ou moins, la fourchette est assez large, mais plus ou moins 25 kg de CO2 équivalent chaque année. En réalité, il y a beaucoup de variations en fonction de son âge et de l'essence dont on parle. Et le calcul se fait plutôt au niveau du peuplement qu'au niveau de l'arbre en lui-même. La forêt est en effet un des systèmes les plus performants pour stocker du carbone quand on le compare à d'autres types de cultures, des vergers, des vignes, etc. On voit que la forêt est vraiment un système extrêmement efficace pour faire ça. Donc de manière très simple, il convient donc de faire en sorte que la forêt capte de plus en plus. Ça, c'est l'une des équations de départ.
Pour passer au produit bois maintenant, l'idée c'est de se dire qu'une fois qu'on a coupé cet arbre, le carbone y est stocké. Tout simplement parce que le bois est composé à peu près à 50% de carbone, et si le carbone est dans le bois, c'est qu'il n'est pas dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Et en fonction de l'usage qu'on fait de ce bois prélevé, le stockage donc peut être plus ou moins long. Si ce bois qu'on a prélevé, on vient en faire du bois énergie, on aura une durée de vie plutôt courte, généralement entre 1 mois et 2 ans. Et si on stocke ce produit bois dans de la construction, et notamment dans des éléments de structure, on peut aller facilement à 75 ans, voire plus, de stockage. Donc il y a vraiment cette dimension de courte et longue durée de stockage qui est absolument essentielle à prendre en compte, et on y reviendra. Actuellement, on brûle in fine 60% du volume de bois prélevé, avec le cheminement que vous avez à l'écran. Et donc ça va limiter aussi la durée de stockage du carbone, parce que ce bois retourne dans ce carbone retourne dans l'atmosphère assez rapidement. Bien sûr, il n'est pas directement coupé puis envoyé pour être chauffé, mais in fine, c'est vraiment ce qui se passe. Le ministère de la Transition écologique souhaite réduire la part de bois énergie au profit des produits bois. C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est la grande orientation qui a été arrêtée. Et on voit l'évolution justement dans ce mixte d'ici 2080, où on va vraiment privilégier l'usage du bois en tant que matériau plutôt qu'en bois pour en faire de l'énergie, notamment de chauffage. Pourquoi on fait ça? C'est notamment, je le mentionnais, c'est que l'empreinte carbone des produits bois est bien plus faible que celle d'autres matériaux d'origine fossile ou minière. Il y a des études qui montrent notamment que l'empreinte carbone d'une maison en bois est jusqu'à 55% plus faible que celle d'une maison en béton. Donc l'avantage est assez évident. En fonction des usages substitués, on a différents coefficients de substitution qui nous permettent de modéliser justement tout ce qu'on va pouvoir éviter grâce à une plus grande part des produits bois dans nos différentes activités de construction, de rénovation. Donc voilà, à retenir, c'est que l'utilisation de ces produits bois contribue pleinement à la décarbonation du secteur de la construction. C'est accéléré par la nouvelle réglementation, la RE 2020, qui vraiment privilégie l'utilisation de ces produits bois, et on peut vraiment s'en réjouir. D'ailleurs, quelque chose qui est assez important à retenir, c'est que c'est l'un des éléments les plus suivis aujourd'hui par le Secrétariat général de la planification écologique, qui a fixé en fait un espèce de tableau de bord cet été, et le volume de produits bois utilisés dans la construction est l'un des indicateurs suivis. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut potentiellement pas déraper, et il y aura pas mal d'incitations de toutes sortes pour y parvenir. Voilà, j'ai planté le décor. L'équation est a priori très simple. On pourrait potentiellement s'arrêter là. Il faut que la forêt capte de plus en plus de CO2, il faut fabriquer de plus en plus de produits bois, et il faut remplacer de plus en plus de produits carbonés par des produits bois. Voilà. En réalité, l'équation est beaucoup plus complexe que tout ça, et je vous propose de vous plonger dans le sujet, notamment en regardant le futur de la forêt. La forêt, elle occupe aujourd'hui 30% du territoire métropolitain, ce que vous voyez à l'écran, en réalité plutôt 31%, mais on va faire simple, ce qui est un chiffre en constante augmentation. Depuis 1840, vous voyez la forêt qui a pris du territoire, et on peut vraiment s'en réjouir. L'augmentation est plus modérée ces dernières années, mais néanmoins, l'augmentation est toujours là. On pourrait dire que c'est une très très bonne nouvelle. On a besoin que nos forêts captent de plus en plus, et on voit que la surface forestière augmente. Néanmoins, quelque chose qui est un chiffre clé à retenir, c'est que la forêt française capte 2 fois moins de CO2 qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est vraiment un peu un coup de massue quand on se plonge dans le sujet. Il y a 2 principales raisons à cela. D'une part, la diminution de la croissance biologique, donc les arbres qui peinent à croître d'année en année. Et ça, c'est principalement dû au stress thermique et au stress hydrique, donc la quantité d'eau présente dans les sols pour les aider à grandir. Mais aussi l'augmentation de la mortalité, là, qui a différentes origines aussi, des épisodes de sécheresse à répétition, des insectes ravageurs comme les scolites, ou encore des incendies, tels que ceux qu'on a pu connaître l'an dernier. On a discuté avec différents experts sur le sujet. Le manque d'eau apparaît vraiment comme l'une des principales sources d'inquiétude. Pour schématiser, les arbres se mettent en pause lorsque l'eau vient à manquer dans les sols, et ce qui les rend aussi plus vulnérables aux parasites. Donc tout est lié.
Et c'est un sujet de grande préoccupation, surtout que c'est une tendance amenée à s'intensifier partout sur le territoire. Météo France prévoit une augmentation de 10 à 25 jours de sol sec supplémentaires d'ici 2050. Donc ça, c'est assez connu et ça ne va pas améliorer la situation de ce côté-là. Par conséquent, plutôt, le volume d'arbres morts est en nette progression depuis 2017, et vous le voyez à l'écran ici. Et certaines essences sont plus vulnérables que d'autres. Le hêtre, qui a la particularité d'être plutôt gourmand en eau, est clairement l'une des victimes annoncées du climat à venir. On estime que 2 tiers de l'ère actuelle du hêtre devrait lui devenir inhospitalière d'ici 2050. Et 2050, c'est pas si loin. Ces essences plutôt vulnérables, on compte aussi le sapin ou encore l'épicéa. Et on a identifié d'autres essences qui sont considérées comme plus résilientes. On parle notamment du pin maritime ou encore du chêne zéen. Et il y a notamment un programme de l'ONF qui devrait nous éclairer, qui porte justement à identifier les essences les plus résilientes face au changement climatique. Tout ça fait que la répartition des essences sur le territoire va évoluer. On le voit ici à l'image, on a la modification géographique des zones bioclimatiques favorables et propices à certains groupements d'espèces. Et on voit sans surprise qu'on va avoir un mouvement géographique du sud vers le nord qui va rendre progressivement quasiment 1 tiers de la France métropolitaine favorable à des essences méditerranéennes, par exemple. Cette évolution, elle se fait avec aussi l'aide et le soutien des forestiers. Et notamment, on parle du concept de migration assistée, où on va aider des essences à se déplacer, entre guillemets, ou en tout cas à conquérir une partie du territoire qui leur sera le plus favorable. Dans ce contexte vraiment particulier, comment gérer la forêt? Et comment notamment faire en sorte qu'elle parvienne à nos objectifs de neutralité carbone? Il y a principalement 2 orientations qui sont envisagées, en réalité bien plus que ça, mais on a voulu simplifier. Il y a une stratégie de moindre exploitation de la forêt. Là, l'idée, c'est qu'on va abaisser le taux de prélèvement en forêt, donc le taux de prélèvement sur la croissance nette des forêts, qui est aujourd'hui autour de 2 tiers. On va le baisser plutôt à 55% selon une stratégie. Et dans l'autre stratégie, on va plutôt l'augmenter, stratégie d'exploitation accrue, en plantant derrière de nouveaux arbres. C'est vraiment 2 stratégies assez opposées, sachant qu'on comprend assez bien que la stratégie d'exploitation accrue, l'idée c'est de, voilà, booster en fait, la forêt pour en sortir une grande quantité de bois, les utiliser en produits bois et ainsi augmenter nos stocks. Quand on s'intéresse à ces sujets, on voit que les 2 stratégies ont vraiment des bénéfices et des risques assez différents. Côté, par exemple, sur le bilan carbone à court terme, la stratégie de moindre exploitation est plutôt favorable, notamment parce que le fait de prélever du bois va générer des émissions auxquelles peuvent s'ajouter les émissions issues du sol qui pourraient être perturbées, et aussi simplement parce que les essences qui vont être, les arbres qui vont être plantés par la suite vont mettre un certain temps à capter du CO2. Mais néanmoins, la stratégie d'exploitation accrue est plus favorable à la robustesse des peuplements face aux aléas climatiques. On l'a vu, les peuplements qui sont présents aujourd'hui vont être fortement bousculés. On a parlé du hêtre notamment. Cette stratégie d'exploitation accrue devrait les aider à mieux faire face à ce nouveau climat qui change. Donc voilà, des bénéfices et des risques assez différents qui font souvent l'objet de discussions assez animées. Aujourd'hui, ce qui a été retenu par le gouvernement dans la stratégie nationale bas carbone, c'est plutôt la stratégie d'exploitation accrue, qui fait que ça va fortement augmenter le volume de ressources disponibles. Et ça, on va en parler parce que ça va nécessairement impacter la filière bois en aval et nécessiter une certaine évolution, notamment parce qu'on aura aussi beaucoup d'essences faiblement compatibles avec le climat à venir qui seront disponibles et qui pourront être utilisées pour créer de nouveaux produits bois. Qu'on choisisse l'une des stratégies ou l'autre, il restera quand même nécessaire de veiller à l'atteinte d'un point d'équilibre entre ce puits carbone forestier, ses usages du bois, mais aussi la préservation de la qualité des écosystèmes, qui font écho à un sujet qu'on touche simplement du doigt aujourd'hui, mais qui est la préservation de la biodiversité.
Et l'idée, ça va être forcément de coupler ces deux dimensions en ayant pourquoi pas des zones très productives par rapport à notre sujet carbone, mais aussi des zones de préservation totale pour la biodiversité. Et cette stratégie est aussi mise en lumière dans un concept qu'on a trouvé assez intéressant, qui est le concept des forêts mosaïques, promu par l'OMF, qui consiste grosso modo à varier les peuplements et les modes de gestion forestière au sein d'un même espace pour avoir justement plus de biodiversité, plus de résilience, tout en conservant certains aspects de productivité qui sont, on l'a vu, nécessaires pour l'atteinte de nos objectifs carbone. Voilà pour un panorama sur le futur de la forêt. Et ce qu'on peut en retenir en quelques mots, c'est que voilà, la forêt capte de moins en moins. Il faut l'aider à capter de plus en plus. Il faut travailler son adaptation à un climat qui va changer. Et de nouvelles ressources seront disponibles et en nombre, et notamment à disposition de la filière bois. Cette filière, elle a un rôle absolument essentiel à jouer. Vous l'avez compris, si on ne trouve pas des débouchés pour ces ressources disponibles, le plus simple sera forcément de les envoyer en bois énergie, ce qui n'est pas la tendance la plus favorable par rapport à l'équilibre carbone. On aurait pu parler vraiment d'une multitude de sujets. On a souhaité se concentrer sur 3 grandes orientations qui nous paraissent vraiment clés pour les entreprises du secteur. La première, c'est de produire bas carbone. Samuel en parlait, comment décarboner son activité, son industrie. La deuxième orientation, c'est comment allonger la durée de vie des produits. Et la troisième, c'est comment valoriser au maximum les ressources disponibles, qui sont en lien direct avec ce que je viens de présenter sur le futur de la forêt. On peut commencer sur le premier sujet, comment produire en mode bas carbone. Quelque chose à rappeler, c'est que naturellement, comme toutes les entreprises du bois, dans leur process, génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, la première chose à faire, c'est de réaliser un bilan carbone, et on va prendre l'exemple d'une entreprise qui fabrique des charpentes en lamelés collés. On aurait pu prendre un autre exemple, mais celui-là nous semble intéressant. Ce qu'on fait dans cet exercice de bilan carbone, c'est qu'on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie du produit, qui commence naturellement par de l'achat de bois, du bois qui a dû être prélevé et traité, séché, etc. Et qui va être ensuite transporté jusqu'au site de production. On va s'intéresser aux autres intrants, notamment au colle, aux produits de finition, aux pièces métalliques, aux emballages, etc., qui vont faire partie de ce produit final fabriqué ici. On va s'intéresser à l'énergie sur le site de production, au parc machine, au déplacement des salariés qui se rendent sur le site, etc., etc. Donc on fait un inventaire assez complet de tout ce qui se passe aussi au sein de l'entreprise, et on s'intéresse à ce qui se passe aussi en aval, c'est-à-dire comment ce produit est transporté jusqu'au consommateur final, comment il est utilisé et quelle est sa fin de vie. On a quand même quelques difficultés à trouver des chiffres précis et détaillés sur ces sources d'émissions. Donc, on vous a plutôt donné des grandes tendances par rapport aux différentes études qu'on a pu mener avec nos différents clients dans le bois. Ce qu'on se rend compte, c'est que les enjeux se situent souvent au niveau des intrants, notamment les colles, les produits de finition, mais aussi les pièces métalliques qui sont utilisées dans les produits finis. Ensuite, on va avoir beaucoup de sujets autour de la production, ce qui se passe sur le site industriel et comment faire pour le décarboner. Ensuite, bien sûr, au niveau du transport, principalement en aval, parce on constate que généralement, en tout cas, ça arrive souvent sur les entreprises françaises, que le site industriel soit quand même à proximité de, de la forêt qui génère le bois qu'elle exploite. Et ensuite, sur des éléments de fin de vie, comment le bois est traité lorsqu'il n'est plus utilisé. Bien comprendre ces différentes sources d'émissions permet ensuite de décarboner la production. Je vous donne un exemple. Par rapport au temps qui passe, on va pas pouvoir aller dans le détail complet, mais sur les intrants qu'on va utiliser pour créer nos produits, on va pouvoir se tourner potentiellement vers des produits de finition organiques, vers même des process différents, ou faire de l'éco-conception par rapport à tout ça. Sur le transport, on va pouvoir privilégier les circuits courts ou faire de l'optimisation logistique pour justement essayer de limiter les émissions liées au dernier kilomètre, qui est souvent un sujet absolument clé dans l'empreinte carbone d'un produit. Donc voilà, cette logique va se mettre en place. On trouve aujourd'hui
quand même des données carbone dans les produits bois, notamment dans des FDES, donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui nous donnent des éléments chiffrés que vous voyez à l'écran sur le poids carbone de fenêtres en bois, de parquets, etc. Et c'est des éléments qui sont extrêmement utiles et qui permettent aussi aux constructeurs et aux bureaux d'études de comparer l'impact environnemental de leur projet. Donc c'est vraiment une initiative absolument remarquable. On enverra le lien forcément de tout ça. Nous, ce qu'on essaye aussi de chercher un petit peu plus, c'est plus de granularité et de précision dans les données pour comprendre plus finement quelles sont les sources d'émissions à l'intérieur d'un produit et les leviers qu'on pourrait mettre en place. Aujourd'hui, les entreprises du bois qui souhaitent décarboner leur activité peuvent réaliser un bilan carbone. Il y a toute une batterie d'aides pour le faire, notamment des subventions comme le DIAC Décarbonation qui permettent d'accélérer ce process-là. La deuxième orientation, c'est l'allongement de la durée de vie des produits bois. On a vu dans la première partie que la durée de vie d'un produit bois était un paramètre absolument structurant. Son allongement était bienvenu. Pour une entreprise du bois, plusieurs tactiques sont possibles pour allonger la durée de vie de ces produits. On peut notamment renforcer la durabilité de ces produits, c'est absolument essentiel. On peut aussi éduquer ses clients à prendre soin de leurs produits, éduquer ses clients sur tous ces enjeux, notamment parce que la durée de vie des produits, in fine, repose sur ce qu'en font les utilisateurs finaux. On peut aussi anticiper le réemploi de ces produits, donner une nouvelle vie à des produits bois déjà utilisés ou repenser son offre en profondeur. Sur le point d'anticiper le réemploi de ces produits, on a de plus en plus d'initiatives de constructeurs qui vont chercher à créer des pièces entièrement démontables et réutilisables. On a mis cet exemple à Oslo sur un bâtiment voilà, qui peut être tout à fait démonté pour être reconstruit ailleurs. On a mis l'exemple de cette entreprise Unilin qui est assez intéressante, qui est parvenue notamment à recycler des fibres de bois pourtant collées pour en faire ensuite de nouveaux panneaux et qui progresse de manière assez accélérée de ce côté-là. Et côté offre et vraiment d'innovation assez marquée, on aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir avec Samuel, mais voilà, côté des chaumes, ils ont lancé la semaine dernière, je crois, une nouvelle gamme de parquets Naoflore. Donc l'idée, c'est de créer un parquet qui soit démontable, réutilisable, réemployable. Des éléments assez prodigieux par rapport à ce qu'on vient de se raconter, mais je laisserai Samuel en parler bien mieux que moi. Voilà, à l'échelle de la filière, ce qui est aussi mis vraiment en avant, c'est l'idée de vraiment se reposer sur les panneaux de particules de bois et les isolants pour cette réorientation vers des produits longue durée. Aujourd'hui, les petits diamètres, les produits dérivés, les rebus sont généralement renvoyés vers du bois énergie ou l'industrie de papier et de carton. Demain, il serait possible de les utiliser comme isolants, comme panneaux de particules, et ainsi allonger à grande échelle leur durée de vie. La troisième orientation, ça sera de valoriser au maximum les ressources disponibles et un point qui est assez essentiel à comprendre, et je remercie encore Sylvain pour m'avoir expliqué pas mal de subtilités de ce côté-là, c'est qu'aujourd'hui, en fonction des essences, en fonction des diamètres, on a des débouchés qui sont assez définis. Typiquement, un chêne en bas de gamme irait difficilement créer des pièces en ameublement, ou même chose, du pin maritime ou du hêtre n'a pas naturellement ou de manière historique sa place pour des éléments de structure. Et donc c'est tout ceci qu'il faut changer aussi pour faire en sorte qu'on trouve de plus en plus de débouchés aux ressources qui sont disponibles, qu'importe leurs essences ou leur diamètre. Tout ça, on peut l'accélérer via des innovations de produits, et je vais en mentionner quelques-unes. On peut les accélérer via des programmes de caractérisation. Donc, comment caractériser ces nouveaux matériaux par rapport à des débouchés ciblés, donc faire de la caractérisation notamment mécanique, et des subventions pour accompagner cette évolution qui est tout à fait souhaitable. Quelques entreprises cherchent à innover justement pour valoriser ces ressources. On a eu l'exemple de l'entreprise normande Manubois qui s'est lancée en 2021 dans la production de hêtre lamelé collé pour un usage en structure. Le hêtre est vraiment un matériau extrêmement intéressant pour ses caractéristiques mécaniques. Il a le potentiel de remplacer des panneaux
des poteaux en béton à section équivalente. Et on l'a vu tout à l'heure, il est particulièrement disponible en France et il le sera encore plus dans les années à venir parce qu'il sera particulièrement bousculé par le climat qui arrive. Malheureusement, le hêtre reste encore plus cher que le bois résineux qui est aujourd'hui principalement utilisé en structure et donc le marché peine aujourd'hui à s'installer de ce côté-là. On a pu échanger avec des interlocuteurs côté Manubois qui, voilà, la technologie est là, tous les plans sont prêts et on attend encore que le marché s'intensifie et se manifeste à l'échelle pour pouvoir accélérer de ce côté-là, ce qui est encore une fois une évolution tout à fait souhaitable. Un autre exemple, c'est le groupe Thébault, qui est spécialiste du déroulage et de la production contreplaqué, qui a annoncé la création d'une usine de grande taille pour valoriser la ressource en sapin pectiné, qui sera lui aussi une victime annoncée du dérèglement climatique. Un autre exemple qui est intéressant et qui nous en dit long aussi sur les pratiques à venir, c'est le fabricant de meubles Gauthier, qui s'est mis à utiliser du bois de crise, donc notamment du bois brûlé ici de la forêt des Landes l'été dernier pour fabriquer des panneaux en bois pour ses différents meubles. C'est une pratique qu'on pense être amené à généraliser, tant la part de produits accidentels est importante, comme vous voyez à l'écran. Et pour finir sur cette partie, l'enjeu, ça va être vraiment de faire évoluer en même temps l'appareil productif, dont parlait Sylvain en introduction, et la demande. Et notamment, il y a certaines études qui mettent en garde sur le fait que la demande, si on ne la stimule pas assez, ou si on n'évoque suffisamment pas ces sujets aux différentes parties prenantes, risque de ne pas être au niveau des objectifs et qu'on ne va pas pouvoir écouler tous ces produits bois qui sont pourtant nécessaires pour boucler notre équation de neutralité carbone. Je suis à peu près dans les temps. Je vais me permettre une minute de recommandation pour finir. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire chez Magellan, c'est que pour que la décarbonation d'un secteur ait lieu, il faut vraiment qu'il y ait des mouvements systémiques qui se mettent en place au sein des différentes parties prenantes du secteur, où chaque acteur a vraiment sa responsabilité à prendre et peut envoyer des signaux aux autres, notamment pour tous ces acteurs qui sont pionniers dans leurs actions et qui envoient un signal au marché. Par exemple, on peut imaginer un constructeur qui serait OK pour tester des panneaux de bois de crise, un fabricant qui serait OK pour en référencer, en créer quelques-unes, un régulateur qui serait OK pour accélérer leur caractérisation et donc apporter du liant à toute cette équation. Et donc voilà, si vous êtes une entreprise du bois, on vous invite vraiment à chercher à décarboner votre activité, des bilans carbone, des plans de décarbonation et faire évoluer vos produits sur la durée de vie, sur notamment la valorisation de ressources, si ça semble pertinent par rapport à votre activité aujourd'hui. Vous pouvez pour ça agir en collectif, il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la fédération. Nous, ce qu'on invite aussi à regarder, c'est les accélérateurs côté BPI France. Il y a un accélérateur bois qui permet justement d'aborder ces sujets et tout un tas d'autres au sein de BPI France. Au niveau de la filière, bien sûr, soutenir financièrement tous ces sujets, comme c'est le cas aujourd'hui, et Sylvain va pouvoir nous en dire un mot. Stimuler la demande, ça c'est peut-être plus compliqué, mais voilà, ces programmes de caractérisation, des incitations économiques, de la communication, vraiment c'est absolument clé pour que le secteur se décarbone et qu'on y arrive. Changer les règles aussi, on n'a pas trop abordé ces sujets, mais des sujets de limitation des exports de bois sous forme de grumes qui si on les limite, vont pouvoir donner plus de ressources à nos fabricants pour pouvoir agir sur ces sujets. Et enfin, valoriser les meilleures pratiques sylvicoles. Il y a de nouvelles certifications, des labels bas carbone, etc. Et pour finir, ce sera le mot de la fin de mon côté. Si vous êtes consommateur potentiel de produits bois, un particulier, un constructeur, voilà, on vous invite à soutenir les initiatives liées à la transition qu'on a pu présenter et substituer tout ce qui peut l'être par du bois, essayer d'en mettre un peu partout où vous le pouvez. Il est 36-37, j'ai à peu près tenu le timing. J'espère que c'était à peu près clair. Je vous remercie pour votre attention et sans plus attendre, je voulais passer la main à Samuel. Samuel, tu nous as parlé de ton entreprise Descom et j'ai pu juste mentionner très rapidement l'initiative que vous menez avec Nauflore, que je vais présenter à l'écran si j'y arrive. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement sur ce projet Bah oui, c'est quelque chose qui, je pense, est assez caractéristique, puisque si on prend tes 4 dernières recommandations, bah, Neoflore répond à ces recommandations-là. On a toujours eu, nous, absolument à cœur d'aller. T'as qu'à aller sur neoflore.com, hein, ce sera plus simple, tu l'auras Ok, direct.
Ouais. Ça marche. On a, la forêt, je le dis tout le temps, c'est l'or vert de la France, mais c'est l'or vert de la France à deux niveaux. C'est l'or vert de la France sur un côté économique, certes, mais aussi sur un côté environnemental. Et nous, on a toujours eu à cœur de faire que cette forêt, on utilise cette matière première et qu'on utilise vraiment la fonction de puits carbone de la forêt. C'était l'introduction d'Adrien, et il n'y a pas plus juste, c'est-à-dire que aujourd'hui, la durée de vie de nos produits bois, eh bien, il faut qu'on n'ait pas peur de se regarder en face et puis de dire qu'elle n'est pas si extraordinaire que ça. Et pour que l'on puisse trouver les solutions d'augmenter le stockage de carbone dans nos produits et donc d'avoir un véritable impact sur notre environnement, eh bien, il faut qu'on allonge, c'était dans l'exposé, la durée de vie des produits. Et donc, eh ben, on cherchait depuis longtemps, il y a des gens qui ont essayé, en se cassant les doigts il y a une vingtaine d'années, et on a réussi à développer un parquet massif, mais c'est aussi déclinable en contre-collé, qui est démontable, réemployable, réutilisable à vie, mais à vie du produit. Et donc, pour la première fois, on va véritablement avoir un parquet en chaîne massif qui va pouvoir durer des siècles. Tout ça est certifié par le FCVA. Le but, il est où? Le but, il est de dire que chaque mètre cube que l'on va récolter en forêt va l'être avec une pertinence par rapport à la durée de vie du produit qu'il va créer. Et c'est très important pour nous. On a encadré cette démarche dans une démarche de circuit court. Je vous l'ai dit, on est très à cheval là-dessus. On est 100% PEFC, 100% de bois de France. Et quand on a fait notre bilan carbone, nous, on l'a fait au travers de Décarbonation avec Magellan. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire en démarche parce qu'on est très encadré, on est suivi et ça nous fait regarder beaucoup de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que Naoflore avait une logique à exister, bien sûr, pour notre environnement, mais même dans notre entreprise, ça répond totalement à notre ADN. Donc, on a fait un produit qui fait que, pour une fois, quand on va, comme je dis tout le temps, pour une fois, à quelques rares exceptions, mais quand vous y pensez, il n'y en a pas beaucoup des rares exceptions. Il y a des moments où des ouvrages, des parquets traversent les siècles. Ben, on le voit dans quelques musées, on le voit dans quelques institutions, mais c'est beaucoup trop rare. Et donc, Naoflore, c'est un parquet qui va vraiment pouvoir être monté, démonté dans tous les lieux possibles, grand trafic, haut trafic ou chez le particulier. Il se pose en pose flottante, plus aucun produit chimique pour sa pose. Et on le développe avec une volonté énorme de dire que ce produit devait exister pour ce qu'il apporte sur l'environnement. Pour vous donner des choses claires, Naoflore, on va le fabriquer en France, on le vendra en France et on va vendre des licences dans le monde entier pour qu'à chaque fois, Naoflore soit fabriqué avec des ressources locales, transformées donc fabriquées en local et revendues en local, pour que vraiment on puisse utiliser cette fonction magnifique du bois qui protège la planète et que l'on puisse donc optimiser la matière première, optimiser la fonction carbone de nos produits bois transformés avec un cycle de vie qui, là, pour le coup, s'allonge énormément. Et dans l'esprit de ce qu'expliquait Adrien, c'est un des gros avantages de Naoflore, c'est qu'il est compatible avec toutes les essences de bois. Bien sûr, avec l'essence de bois dur, feuillus durs, il va avoir beaucoup plus de durée de vie, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est à notre avis, et sachez que tous les autres produits que l'on fait, on développe désormais uniquement dans ce sens, c'est-à-dire un produit qui ait une durée de vie extrêmement longue, qui soit systématiquement réutilisable ou au pire réemployable pour qu'on puisse vraiment utiliser cette fonction de nos forêts qui est exceptionnelle. On n'a pas de micro, Adrien. Je crois que tu parles. Effectivement, merci. Euh, Merci beaucoup pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Je crois que tu connais ma curiosité pour les coulisses de l'affaire. Est-ce que tu peux nous partager justement ce qui a été un peu le point de départ de cette réflexion, comment vous avez construit ce projet? En fait, le point de départ, il était simple. Nous, on a une fibre environnementale qui est très importante. Et c'est parti, en fait, d'une donnée qu'on a eue au départ, cette fameuse durée de vie des bâtiments en France, qui, en fait, est de 50 ans. Et quand on regardait ça, on se dit, il y a juste un énorme problème. Je cite tout le temps, quand on fait
les émissions télé, des choses comme ça, on dit tout le temps, avec un parquet massif, ça va durer, c'est pour vos arrière, 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 on coupera au montage, arrière, arrière, petits-enfants. Mais en fait, c'est pas vrai aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui m'avait fait vraiment réfléchir. Et puis, au cours d'une réunion du bureau de la commission des revêtements sol et murs, le FCBA avait dit, bah, tiens, l'État vous demande de réfléchir à, à la réemployabilité des matériaux. C'était il y a plusieurs années. J'étais autour de la table avec tout le monde, on a rigolé quand on nous a dit qu'il fallait essayer dans le parquet, parce que ça paraissait impossible, strictement impossible, de poser un parquet massif en pose flottante. Et puis en fait, j'ai eu une idée il y a 2 ans et demi, parce que ça me trottait dans la tête quand même. Ça nous avait fait éclater de rire parce que ça paraissait impossible. Et d'un autre côté, en tout cas, nous, ça nous avait fait réfléchir. Parce qu'on s'était dit, mais il y a un énorme problème. Un chêne, c'est 160 à 200 ans de croissance. Et on se rend compte qu'on transformait un produit qui avait une durée moyenne de vie, celle du bâtiment, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui nous a toujours plus que titillé chez nous, parce que vous le savez comme moi, quand vous allez vous promener en forêt, vous vous ressourcez, vous faites du bien même à votre cerveau, c'est une vraie étude. Mais quand on regarde ces magnifiques arbres et qu'on se dit, voilà, ça fait 160, 180 ans, 200 ans qui sont là, ben, on se doit de les respecter et on doit faire que tout ce qu'ils nous apportent, eh bien, on puisse le restituer dans des produits qui aient du sens. Et on a donc mis en place cette innovation. On a créé des machines, parce qu'il fallait créer des machines pour pouvoir faire cet usinage, qui est pourtant tout bête, mais très compliqué à faire, et qui fait que ben voilà, désormais, on va pouvoir fabriquer Naoflore. Et pour nous, c'est une fierté sur son impact environnemental. Et maintenant, on est donc rentré dans cette démarche très importante pour nous. Et donc, elle a commencé avec toi, de faire notre bilan carbone sans concession, tu l'as vu, Adrien. On a tout mis parce qu'on se lance le défi de montrer que l'on peut, dans la filière bois, avoir une très grande action sur la décarbonation de la fabrication de nos produits. On sait qu'on est électro-intensif dans la filière bois, mais on a beaucoup d'autres défis et on l'a vu, et vous avez vu dans les slides qu'a présenté Adrien, il y a toute une partie de l'aval et de l'amont qui est très importante aussi à prendre en compte dans les déplacements de nos clients, dans le dernier kilomètre est super important. Et donc, on rentre dans cette démarche. Et Naoflore commence avec tous les investissements que ça représente, c'est plus de 10 millions d'investissements. Et dès le début, on est en conception en disant, voilà, chaque ventilateur d'aspiration, chaque armoire électrique, on est attentif sur tout ce que l'on va pouvoir, apporter au niveau du bilan carbone de notre société. Mais Adrien en parle mieux que moi, les leviers, ils sont multiples. Et c'est ça qui est très intéressant de faire un bilan carbone, c'est que ça va vous montrer à tous que on pense tout de suite énergie, consommation. Et en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. On va passer la parole à Sylvain parce que le temps file. Juste une petite question d'Agnès sur la durée de vie affichée pour un parquet Naoflore. Est-ce qu'il y en a une? Alors, il y en a pas, parce que Ok. Naoflore, en fait, l'usure normale d'un parquet massif en chêne, c'est 1 mm par siècle d'usure. Donc, nous, on a fait toutes nos études sur juste la durée de croissance d'un chêne, parce Ok. qu'on a voulu faire des choses cohérentes. Donc, on a limité nos études à 200 ans pour pouvoir affirmer qu'il est à bilan carbone neutre. Mais sachez que si on va plus loin, et on peut très largement aller plus loin, il y a même un bilan carbone positif. Simplement, on s'est arrêté sur une durée de vie qui paraît raisonnable pour suivre un matériau. Mais bien sûr que le but, c'est que Naoflore ait sa vie de matériaux comme le chêne massif. Pourquoi le chêne, c'est le chêne? Parce qu'il a ses qualités de résistance mécanique. Naoflore est démontable et réemployable et réutilisable à vie autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le monter, le démonter 10 000 fois. Vous pourrez le monter, le remonter 10 000 fois. Merci infiniment, Samuel, pour tout ça. Je passe la parole à Sylvain. Sylvain, tu m'as envoyé quelques diapos. Oui, du coup, je vois quelques diapos qui vont servir de support rapide pour illustrer un peu ce qui a été dit, hein. Donc, merci en tout cas pour la présentation qui était rapide mais assez efficace sur les différents créneaux et expliquer un peu les politiques qu'on peut avoir autour de la forêt et du bois. C'est vrai que nous aussi, on a eu notre cheminement aussi à l'ADEME, hein.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il faut jouer sur les différents tableaux. On ne peut pas être seulement que sur la filière aval ou que sur la filière amont. Il faut essayer de réunir les deux. Et c'est pour ça qu'on a maintenant des dispositifs qui vont à la fois sur le renouvellement forestier, sur la mécanisation forestière, qui a un pan aussi qui n'a pas été plus évoqué que ça, hein, dans le tableau, mais qui est aussi un pan un peu fragile, hein, parce qu'on sait que on manque des fois de ressources humaines, c'est des métiers délicats, et donc si on n'a pas ce maillon de la chaîne, en fait, il faut avoir tous les maillons de la chaîne, sinon finalement on a une difficulté derrière pour valoriser. Et puis peut-être le point que tu as peut-être peu évoqué, hein, mais c'est qu'on a effectivement une ressource, c'est à la fois une force et parfois vu comme une faiblesse, une ressource qui est très diversifiée, mais finalement on n'exploite qu'une partie de nos ressources. Aujourd'hui, principalement le résineux, et il ne faut surtout pas opposer les filières, hein, je l'ai un peu dit en introduction. Je pense que bah voilà, même la filière bois-énergie, hein, même si on a tout intérêt à essayer de valoriser un maximum de bois vers la construction ou vers des matériaux à longue durée de vie, on aura toujours une part significative de qualité très secondaire, voire de connexes, justement, si on a une industrie bois forte, il y aura aussi beaucoup de connexes, et ça permettra aussi d'alimenter des filières énergétiques ou des filières panneaux. Voilà, donc peut-être pour balayer, alors peut-être, enfin, je ne sais pas si j'ai la main, attends, excuse-moi. Oui, si j'ai la main. Donc l'un des premiers dispositifs, alors c'est plutôt dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel ils ont été mis en place ou qu'ils sont, on va dire, euh, instruits aujourd'hui. On a une grosse enveloppe aujourd'hui autour du renouvellement forestier, un sujet très complexe, hein. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans le détail. J'ai des collègues plus spécialistes que moi, mais je trouvais que c'était important que vous ayez une vision de l'ensemble des dispositifs. Et là, en fait, les deux questions, c'est d'être en capacité d'avoir bah, justement des essences, donc un renouvellement assez massif, en même temps des essences qui s'adaptent mieux au changement climatique et qui permettront quand même d'alimenter notre filière aval. Donc il y a eu 2 phases, en fait, il y a une première phase vraiment autour, parce que c'est aussi la complexité dans le monde forestier, hein, c'est que vous savez que 75 de la forêt est privée, avec beaucoup de petits propriétaires forestiers, et donc l'un des grands enjeux aussi dans ce dispositif, c'est comment réussir à toucher la masse de propriétaires, forestiers, et donc d'agréger. C'est pour ça qu'il y a eu toute une première phase avec des agrégateurs, hein, qui sont assez connus, hein, entre les experts forestiers, les coopératives, l'ONF, mais pour justement aller quand même vers une massification en termes de renouvellement. On ne peut pas se permettre non plus de faire trop fin. Donc voilà le premier objectif. Donc là, on est rentré dans la. Alors, j'ai réussi la première fois, j'ai pas réussi la deuxième. Ah, je suis peut-être allé trop vite, pardon. C'est moi Non, qui me non, suis. Sylvain, c'est de mon côté. Ah, peut-être que c'était. Ah oui, c'est bon. Euh, oui, bon, je passe donc à la deuxième. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce maillon, qui est l'un des maillons les plus fragiles de la filière forêt-bois, hein, le maillon exploitation forestière, avec beaucoup d'entrepreneurs de travaux forestiers qui sont souvent des petites entreprises, souvent unipersonnelles, et avec à côté de ça des gros investissements à mener. Et c'est pour eux, finalement, ce maillon est le plus fragile parce que c'est des petites entreprises souvent en prestation, et ils doivent mener des gros investissements. Et là, en fait, on a du coup ce dispositif ESPER qui devrait d'ailleurs, il y aura une deuxième session, et ça a d'ailleurs eu pas mal de succès parce que effectivement, ces entreprises-là ont vraiment des gros besoins d'investissement, et finalement, sans dévoiler trop de secrets, l'enveloppe est sans doute un peu trop limitée par rapport au nombre de projets qui ont été déposés. Voilà, donc si on passe après sur donc dans une, alors là voilà, je mettais, il y avait deux logiques, hein, un volet 1 plutôt sur des logiques collectives, hein, parce que bon là j'insiste plus sur le volet investissement matériel, hein, et donc par rapport à la fragilité de cette filière, mais il y a aussi tout un enjeu autour des questions de traçabilité, de suivi des coupes, aussi un volet pas mal numérique, hein, au terme de l'amélioration aussi numérique de cette filière. Et donc, si on passe après sur donc, un troisième maillon, enfin là, on passe vraiment sur la transformation avec une approche qui est vraiment double. C'est effectivement d'avoir d'un côté la capacité à répondre au marché de la construction. Alors là, pareil, pas d'opposition forcément entre filières, mais complémentarité entre les filières. C'est-à-dire qu'à court terme, la filière qui est capable de répondre le mieux aux besoins de la construction, je parle vraiment en termes de structure, c'est la filière résineuse. La filière feuillue a l'avantage d'être très complémentaire parce qu'elle va répondre beaucoup là on l'a vu avec l'exemple du parquet, tout ce qui est agencement, escalier, parquet, même menuiserie,
un peu moins sur la partie structure, même si, on l'a vu aussi avec l'exemple de Manubois, on commence à avoir les solutions techniques. L'enjeu de demain, ça va être de passer du volet technique à prendre des parts de marché significatifs. Mais ce qui est déjà un bon point, c'est de réduire, et ça a été évoqué, parce que sur le plan environnemental, il n'y a rien de pire que l'importation. Et aujourd'hui, la filière bois est l'une des filières les plus déficitaires. Et c'est vrai que malheureusement, alors on va dire que c'est déjà c'est problématique quand on a l'importation de bois transformé, fini, parce qu'on a perdu toute la valeur ajoutée, mais alors c'est encore pire quand les grumes de bois partent à l'extérieur pour revenir en produits transformés. Donc vraiment, l'enjeu, il est de faire en sorte que on arrive à mieux transformer notre matière et à aller encore plus vers de la valeur ajoutée. C'est tout l'enjeu de ce dispositif qui a eu énormément de succès. On est à voilà, 47 projets lauréats. C'est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la transformation et de répondre vraiment directement au système constructif bois. Et ça va sur toutes les étapes. Donc, s'il y est plus, s'il y est mieux, parce que quand on dit mieux, c'est avec une meilleure efficacité à la fois matière et énergie. Et ensuite, aller vers la deuxième transformation avec une étape intermédiaire qui a été évoquée aussi, hein, le séchage, alors qui pourrait être perçu un peu négativement, hein. Sécher les bois, on peut se dire on consomme de l'énergie, c'est aberrant. Mais pour répondre à des marchés rapidement, on n'a pas le choix que d'avoir cette étape de séchage. Et aujourd'hui, malheureusement, les capacités de séchage en France sont encore très fortement, enfin très insuffisantes. Et c'est vrai qu'avec finalement l'étape de séchage, on peut après booster beaucoup plus les étapes de seconde transformation et de répondre à des produits qui peuvent être même des produits, on va dire, assez techniques, hein, parce que dans la construction aujourd'hui, on a de plus en plus de produits techniques. Et donc, voilà, si on passe sur peut-être l'illustration cartographique, voilà un peu les différents des exemples de projets. Alors là, vous avez 47 lauréats des 5 premières vagues. Bon, on les a classés un peu en fonction des typologies, que ce soit la première, seconde transformation. Donc là, effectivement, dans le webinaire, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tous les projets, mais je trouve qu'Adrien a déjà donné quelques exemples assez représentatifs de ce qui a été financé. Et là, on a une trentaine de projets en cours d'instruction. Et ce qu'on peut peut-être dire, alors je crois que c'est peut-être sur la slide suivante, si on passe. Euh, oui, alors, enfin, c'est pour dire qu'il y a des suites possibles, hein, puisque aujourd'hui, il y a eu un communiqué de presse du ministère de l'Agriculture avec la volonté de continuer à moderniser la filière bois avec de nouveaux dispositifs. Donc, si on passe peut-être la suite, donc le pendant en fait de ce dispositif, les deux sont très complémentaires. C'est un dispositif qui s'appelle biomasse chaleur pour l'industrie du bois. Donc là, on est sur le volet énergétique, mais de l'industrie du bois, c'est-à-dire que c'est vraiment encore la logique de complémentarité. Parce que quand vous êtes, alors ça c'est vrai ça n'a peut-être pas été beaucoup évoqué, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tout le détail, mais quand on scie une grume de bois, on a à peu près 50% de connexes, à peu de choses près. Bon, ça dépend un peu des filières. Et donc, du coup, ces connexes, ces sous-produits, il faut pouvoir les valoriser. Donc, on peut les valoriser en partie dans les filières de trituration pour faire du panneau, mais on a souvent, notamment les écorces, dans le feuillu, qui sont difficilement valorisables. Et donc, l'une des valorisations assez intéressantes, c'est de les valoriser en énergie sur place pour éviter de consommer de l'énergie externe, hein, type gaz, et de répondre à ses propres besoins notamment pour le séchage. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas, enfin, Samuel pourra peut-être le dire, mais je crois qu'ils ont une chaudière biomasse depuis de nombreuses années, c'est pas d'hier. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, bah, voilà, pareil, des exemples de projets. D'ailleurs, on a eu pas mal de projets qui ont émargé sur les deux dispositifs. Ah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi des réflexions pour les marier dans le futur, parce que vous avez des fois un projet de développement des capacités de séchage, de développement de l'activité. Bah, de fait, vous allez avoir des besoins énergétiques supplémentaires, et du coup, il y a une logique à peut-être faire évoluer son installation. Alors, avec uniquement de la chaleur ou parfois même avec de la cogénération, parce qu'on l'a dit, c'est vrai que les unités industrielles du bois, même si elles font des gros efforts dans leur réflexion pour réduire les consommations énergétiques, notamment électriques, c'est vrai que bah, avec une cogénération, vous répondez aux deux enjeux. Voilà, je fais un petit pic quand même, à condition de bien valoriser thermiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas à produire de l'électricité, parce que le rendement, si vous faites que de l'électricité, il n'y a pas de pertinence à utiliser de la biomasse. Il faut vraiment avoir les deux usages
thermique et électrique. Puis donc peut-être pour finir, parce que je vais pas, voilà, là il y a deux, trois cartos, bon voilà, ça c'est les quelques critères. Peut-être aller aux conclusions. Bon là d'ailleurs je vois que oui, c'est pas très bien mis en page. Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces dispositifs, ils ont montré leurs effets. C'est toujours très important aussi dans l'industrie du bois. Voilà, on a des entreprises qui ont été très réactives, qui mettent en place ces investissements. Et là, on a justement des réflexions pour pérenniser ces dispositifs. Vous avez, voilà, le ministère de l'Agriculture devrait piloter ça dans les prochains mois et c'est vraiment très intéressant parce que nous, c'est toujours un peu quelque chose avec lequel on est attaché, c'est d'avoir de la visibilité. On sait que pour les industriels du bois, bah, souvent, il y a ceux qui sont les pionniers, hein. Bon, Samuel en fait partie. Il y a d'autres industriels, comme on l'a vu, qui sont en capacité, qui sont toujours en réflexion, qui ont un petit coup d'avance. Là, le but, c'est d'emmener un peu l'ensemble de la filière. Et pour ça, il faut que les dispositifs soient pérennes sur plusieurs années. Donc là, on a voilà, des dispositifs qui devraient continuer. Le quatrième point là, qui est quand même aussi très important, c'est qu'on va mobiliser du coup plus de bois d'œuvre, enfin, avec une cohérence avec le plan national de la forêt et du bois. Alors c'est vrai que là où la deuxième étape va être vraiment de renforcer le volet filière feuillue, hein. C'est vrai que on a les premiers, la capacité des scieurs résineux est un peu plus forte, hein. C'est des industriels qui sont déjà bien établis. Et donc, du coup, en termes de volume, on reste encore sur une logique de filière résineuse. Mais c'est pareil, je pense qu'il faut vraiment le voir assez positivement parce que notre filière résineuse était aussi en retard. C'est-à-dire qu'on avait tellement d'importations de bois pour les secteurs notamment de la construction ou même de l'emballage que de toute façon, il fallait renforcer notre filière résineuse. Après, la deuxième étape, c'est pour ça qu'en parallèle, il y a quand même beaucoup de projets de recherche sur la caractérisation des bois feuillus dans la construction. C'est que la deuxième étape, c'est de diversifier encore un peu plus les capacités de transformation. Et peut-être aussi un autre point qui est assez intéressant, c'est la flexibilité aussi des outils. Ça a été un peu évoqué par rapport aux bois de crise qu'on va rencontrer. Mais c'est vrai que les scieurs anticipent la capacité à traiter des bois très différents. Je pense notamment à la problématique, par exemple, des gros bois. Et vous avez d'ailleurs un point technique intéressant, c'est que les scieurs résineux ont de plus en plus investissent dans des outils complémentaires pour scier des gros bois qui sont finalement les scies qu'on rencontre un peu plus dans le feuillu. Et donc, ça montre aussi l'intérêt d'avoir des outils qui ne soient pas que productifs. Alors, il faut évidemment qu'il y ait de la productivité, mais aussi qui optimisent la matière, hein. Les scies à ruban, par exemple, permettent d'optimiser plus la matière et qui permettent de traiter des bois avec des qualités et des qualités différentes et des diamètres différents. Voilà, je m'en arrête peut-être là pour les questions. Il est 15 heures, de toute façon, on va devoir s'arrêter. On a quelques questions, mais je pense qu'on va plutôt apporter des réponses rédigées par mail pour ne pas trop dépasser. En tout cas, je vous remercie grandement, encore une fois, Samuel et Sylvain, vous êtes libérés et d'avoir pu partager tous ces éléments. Et merci à tous d'avoir participé au webinar. On vous répond par mail à tout ça. On vous encourage à continuer à